Chers membres et amis du groupe vaudois de philosophie, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième petite vidéo dans le cadre de notre série qu'on a décidé d'appeler « Accueillir le virus ». J'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop du confinement, ni dans votre santé, ni dans celle de vos proches. Prenez soin de vous. Je remercie à nouveau la maison de quartier Sougar à Lausanne pour sa collaboration et son soutien. Dans ma première vidéo, j'ai essayé de poser quelques éléments de base à propos de cet événement qui nous arrive, en donnant notamment quelques indications sur cette bestiole qui nous traverse. Et à ce propos, je dois faire un peu mon mea culpa, parce que j'ai appelé Covid-19 le virus lui-même, alors que cette désignation s'applique en fait plutôt à la maladie dont le virus est porteur. Le virus lui-même s'appelle en fait SARS-CoV-2, ce qui est encore plus barbare, si on veut, comme acronyme, mais il fallait quand même rétablir la vérité et puis lui restituer son vrai nom à cette créature. D'ailleurs, ça ne change pas fondamentalement ce que j'en disais dans cette première vidéo. Dans ma première intervention, j'ai défini l'événement par 3 traits ou 3 caractéristiques. Sa non-prévisibilité, son insistance et puis son effet de transformation sur nos vies ou sur nos mondes. J'aimerais maintenant en ajouter une 4e. En effet, le propre d'un événement est également de partager celles et ceux qui le reçoivent et qui vont ou non s'en déclarer touchés. Partager, ça veut dire faire le partage, diviser. Et dans cette division, il y a nécessairement, il me semble, une profonde inégalité qui apparaît. Ça veut dire que personne ne reçoit un événement de la même manière et selon les mêmes modalités. Personne ne reçoit un événement de la même manière et selon les mêmes modalités que suivant dans quelle situation on se trouve dans le monde, à la même vitesse. Et on peut même prétendre ne pas le recevoir du tout, cet événement, et faire comme si ça ne nous concernait pas du tout. C'est donc, en ce sens-là, également le monde lui-même ou les mondes qui sont partagés et divisés par l'événement. Ou alors, on peut dire que ce sont les partages et les divisions préalables, inhérents à ces mondes, qui sont mis à jour par l'événement, quitte à se trouver accentués, ou déplacés par cet événement. Maintenant, encore faut-il savoir à qui s'adresse cette mise à jour par l'événement et qui sera disposé à la voir. Pour ce qui concerne la créature nommée SARS-CoV-2 et ses multiples effets, l'inégalité, à mon sens, eh bien, elle apparaît d'emblée, ici même, au moment où je parle, et où quelqu'un éventuellement regardera cette petite captation vidéo. En effet, si je peux prendre le temps de me filmer, de filmer cette vidéo pour ensuite la mettre en ligne, c'est que je suis, en somme, confortablement confiné dans mon intérieur informatisé. Confortablement, ça signifie tout d'abord que mes conditions personnelles ou familiales de confinement me permettent de jouir d'un minimum de temps et d'espace libre. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'imposer trop brutalement cet espace à un ou une partenaire exploité. Et par ailleurs, ça veut dire que je peux éviter, même pour un petit moment, de subir les assauts continus d'une progéniture qui est habituellement tenue à distance respectable. Bon, là, en ce qui me concerne, c'est un peu plus difficile, je dois avouer, mais j'y arrive. Mais surtout, mon confort ou mon privilège est celui de ne pas me trouver en première ligne et exposé comme toute une catégorie de personnes. Vendeuses de supermarchés, nettoyeuses, infirmières, et donc une majorité de femmes, personnel médical, éboueurs, et puis ces ouvriers qui sont condamnés à travailler dehors sur des chantiers jugés sensibles. Il n'est pas certain du tout que ces personnes les plus exposées, et qui sont soumises par ailleurs
à une surcharge de travail et de stress considérable, que ces personnes donc puissent trouver le temps, la disponibilité d'esprit pour philosopher à propos du virus. Mais bien sûr, il y en a d'autres encore. Et il me semble qu'on doit absolument essayer de décentrer notre perspective, parce que cette perspective, elle risque à tout moment d'être trop resserrée, sous l'effet, un effet quasi hypnotique de l'événement. Je pense notamment à ces sans-abri qui peuplent nos villes et qui ont que peu accès à des soins dignes de ce nom, et qui rêveraient sans doute d'un confinement bien douillet à l'intérieur d'un espace protégé. Plus loin encore, je pense à ces milliers de réfugiés qu'on laisse crever aux marges de l'espace Schengen, à Lesbos ou ailleurs, concentrés en surnombre dans des camps insalubres et qui sont privés de la distanciation sociale nécessaire. Sans parler de celles et ceux qui survivent péniblement, plus loin ailleurs en Turquie ou en Libye, par exemple, par la bonne grâce des accords scélérats qui ont été passés entre ces pays et l'Europe. Sans parler, bien sûr, de l'Afrique, déjà touchée par la pénurie et les criquets, et qui risque de payer au prix fort l'arrivée de SARS-CoV-2. Et donc, l'arrivée du virus fait apparaître toute une série d'inégalités qui affectaient déjà en somme notre monde. Des inégalités qui sont rendues plus visibles ou plus vibrantes sous l'effet de l'événement. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin qu'une simple cartographie des inégalités. On peut dire, en effet, que le surgissement du virus et son déploiement mondial n'est littéralement pas le même événement pour tout le monde. Et si ce n'est pas le même événement, eh bien, ça veut dire qu'on ne vit pas dans le même monde. Par exemple, on voit, certains peuvent très bien aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas en fait de vrai événement. Et donc, que ça ne va rien changer. On peut tout à fait nier ce qui nous arrive. Je pense ici notamment à ces milieux économiques, hein, en Suisse ou ailleurs, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de relancer au plus vite la machine et de déconfiner un maximum de gens très vite. Et reprendre leur existence, business as usual, hein, comme si, littéralement, rien n'était arrivé, ou du moins, rien de significatif. En somme, on peut dire la chose comme ça, hein, si votre monde, si le monde est d'abord constitué pour vous de courbes de croissance, de perspectives de profit, alors un virus qui se propage et qui tue quelques vieux, ben ça n'a pas de sens pour vous. Ça ne rentre tout simplement pas dans votre monde. Et puis donc, vous pouvez très bien le négliger. Une conséquence importante de tout ça, c'est qu'on n'a pas affaire à un unique événement. Un unique événement qui s'imposerait de lui-même et qui imposerait quelque chose comme sa vérité. Une vérité identique pour tous. Et donc, il me semble qu'on se trompe, à mon sens, si on croit qu'on va pouvoir tirer les mêmes leçons, soi-disant évidentes, de la pandémie actuelle. Si on croit que le monde entier va changer nécessairement et comme par miracle, sous l'évidence aveuglante du virus. Selon moi, rien n'est moins sûr. En somme, on peut dire qu'il n'y a pas de vérité dans les choses mêmes, seulement dans ce qu'on fait des choses, comment on les accueille et à quoi on décide d'être réceptif. D'où, évidemment, la référence au titre de notre série de vidéos, hein, accueillir le virus. Ce n'est pas seulement une provocation, mais il y a bien quelque chose là qui pointe en direction de cette idée qu'un événement n'existe que si on l'accueille et comment on l'accueille. Et à ce moment-là, on peut dire aussi que tout dépend du récit que vous vous faites de l'événement. Et surtout, tout dépend de ce à quoi vous désirez être attentif. À quel événement vous désirez être attentif, puisqu'il n'y a pas qu'un seul événement. Et donc, le virus SARS-CoV-2 ne révèle pas seulement des inégalités préexistantes, comme si on pouvait disposer d'une carte précise et univoque, qui serait éclairée par un seul événement. En fait, le virus résonne, pour ainsi dire, avec d'autres événements. Des événements qui n'ont pas ou peu été reçus ou véritablement été accueillis jusqu'ici. Bien, si je prends par exemple la pression migratoire qui s'exerce sur notre forteresse Europe, elle était déjà là, cette pression, depuis longtemps. Et pourtant, c'est bien un événement.
au sens où je l'ai défini, à savoir quelque chose qui nous arrive et qui demande à surprendre nos prévisions et nos habitudes. Et c'est aussi une arrivée qui insiste à nos frontières pour nous déranger, nous traverser. Mais là, par contre, contrairement au virus, eh bien, on ne le laisse pas passer. Euh, on peut dire, par rapport à l'immigration, on peut dire qu'on a déjà acquis, vous voyez l'ironie, hein, il y a vraiment une ironie dans ce qui nous arrive, puisque contrairement au virus, on peut dire qu'on a déjà acquis une très bonne immunité. On a une bonne immunité face à l'immigration. On ne s'est pas laissé traverser, ni transformer, ni remettre en question. Alors que ces événements-là, eh ben, ils vont précisément pas s'évanouir d'eux-mêmes. Il ne suffit pas d'attendre que ça passe pour se déconfiner et puis reprendre tranquillement notre vie d'avant. En tout cas, pas pour les personnes concernées. Pour les personnes concernées, il n'y a pas de retour à la normale qui soit facilement envisageable. J'ai parlé des migrations, mais on peut dire la même chose pour la situation désastreuse de l'Afrique, pour la situation de nos vieux dans les homes, pour la situation très inégalitaire des femmes en première ligne face à la pandémie, etc. C'est peut-être ça les vrais événements, ceux qui insistent depuis longtemps et qu'on n'a jamais vraiment laissé passer. Et puis, il y a encore d'autres événements qu'il faudrait ajouter. Si je pense aux organisations politiques et notamment à l'État, il y a quelque chose qui insiste dans toute forme d'organisation politique qu'on peut bien caractériser comme un événement. C'est quelque chose dans l'État comme une tendance. Une tendance à quoi? Une tendance à l'autoritarisme, pour ne pas dire au fascisme. Une tendance à vouloir contrôler, prendre en main toutes les populations et contrôler strictement ces populations. Et cette tendance de l'État, elle ne demande qu'un prétexte. Elle ne demande qu'un prétexte pour se déployer pleinement, quoi. Et pour ça, le virus, c'est un prétexte idéal. Un prétexte idéal pour provoquer l'État et mettre en branle, mettre en marche sa tendance naturelle à la réglementation autoritaire, à la surveillance, à la punition, etc. Et donc, on voit, pour conclure, que cette histoire de virus risque peut-être de nous aveugler ou de nous obnubiler et de nous mobiliser de manière faussement évidente, en occultant par là d'autres enjeux plus durables, en somme. On peut dire qu'un événement cache au moins autant qu'il révèle. Un événement en cache toujours plusieurs autres, surtout si cet événement est, pour ainsi dire, monté en sauce à travers toute une série de canaux médiatiques et politiques, des canaux, des réseaux qui concentrent notre attention et qui, en la concentrant sur certains événements dignes d'être pris en compte, eh bien, ils nous détournent par la même occasion d'autres choses. Il faudrait toujours être attentif à ce jeu entre l'attention et l'inattention, et donc un effet de mobilisation sur un événement qui risque ou tend à nous démobiliser sur d'autres, et donc à faire que notre attention soit détournée, à la fois canalisée et détournée. Voilà, je vous remercie pour votre attention, c'est le cas de dire, hein. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine intervention. Merci beaucoup.